Bonsoir, bonsoir tout le monde, et merci au musée Docteur Mérieux de m'avoir invité pour donner cette conférence donc, sur la grippe aviaire. Alors j'ai marqué grippe aviaire, une maladie inquiétante aux multiples facettes. Alors j'ai lu hier, je crois, un document de l'ANSES qui dit que la grippe aviaire, ça devrait être réservé à l'homme, et que pour la maladie chez la volaille, on devrait parler d'influenza aviaire. Bon, moi j'ai utilisé grippe aviaire ou influenza aviaire, bon, voilà. Donc grippe aviaire ici, ça inclut aussi l'influenza aviaire si on prend cette définition. Alors je vais devoir faire des petits rappels sur le virus de la grippe. Sans doute que la plupart d'entre vous connaissent déjà bien ce virus, hein, mais c'est pour les personnes qui pourraient voir la vidéo et qui ne connaîtraient pas bien ce virus. Donc vous savez, c'est un virus enveloppé, donc assez sensible aux détergents, qui a un ARN segmenté, qui est vraiment important pour les propriétés du virus grippe. Et il y a 4 genres, l'influenza B, C, D. Aujourd'hui, on ne parlera que d'influenza A, puisque c'est le seul qui donne cette grippe aviaire. Alors, il y a 2 protéines importantes à la surface du virus, l'hémagglutinine, qui agglutine les globules rouges, et la neuraminidase. Et en fait, dans les influenza A, on dénombre 18 sous-types d'HA, d'hémagglutinine, et 11 sous-types de neuraminidase. Et on les dénombre de N1, N11 ou de H1, H18. Donc, on peut typer chaque virus H5N1, H1N2, H3N2. Les 2 derniers, en fait, sous-types H17, H18 et N10, N11, ont été isolés chez la chauve-souris. Donc, ce n'est pas vraiment des virus, mais tous les autres se retrouvent en aviaire, en fait. Alors, rapidement, sur le cycle de réplication du virus, l'hémagglutinine, elle va jouer un rôle sur... Tiens, ça ne marche plus, le pointeur ne marche plus. Mais... Ah, attends, non. Là ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais bon, c'est pas grave. Donc à droite, vous voyez le virus qui s'attache sur le récepteur, donc qui sont les acides sialiques. Et là, il y a plusieurs acides sialiques, on y reviendra plus tard. Et puis, il va être une endocytose, une fusion de l'enveloppe virale avec la vésicule d'endocytose. Et ça, c'est l'hémagglutinine qui va majoritairement être responsable de ces phénomènes-là. Ensuite, il y a la réplication par des polymérases virales, où là, les polymérases peuvent faire des erreurs, et ce qui peut provoquer des changements dans l'acide nucléique. Et si c'est dans l'hémagglutinine et la neuraminidase, ça peut donner des glissements antigéniques, donc des changements qui font que les vaccins ne protégeront plus très bien contre ces nouvelles souches qui vont émerger de cette cellule où il y a eu des erreurs de réplication. Ensuite, l'assemblage et la sortie, et la neuraminidase participe à la sortie du virus puisqu'elle va aller cliver l'attachement du virus aux acides sialiques. Voilà, donc ça c'est assez connu. Hein. Donc au niveau du génome viral, c'est de l'ARN à polarité négative. Il est segmenté, il y a 8 segments, et chaque segment code pour 1 ou 2 protéines. Et donc, on a le segment 4 qui code pour l'hémagglutinine et le segment 6 pour la neuraminidase. Le fait qu'il soit segmenté fait qu'il peut y avoir des réassortiments si une cellule est infectée par 2 virus différents. Par exemple, un virus H1N1 avec un virus H3N2. Dans la progéniture virale de cette cellule co-infectée, il peut y avoir des virus qui vont s'échanger finalement les segments d'ARN. Et si s'échangent l'hémagglutinine et la neuraminidase, on peut créer des virus H1N2. Là, on peut créer 256 virus différents en fait à cause de ces réassortiments. Et ça, c'est vraiment un moyen majeur pour le virus grippe pour évoluer. Et on va le voir. Ce n'est pas vraiment une recombinaison. Une recombinaison serait par exemple s'il y a une partie du segment 1 d'un virus et l'autre partie du segment 1 de l'autre virus. Donc c'est intrasegment. Ici, c'est vraiment un réassortiment et c'est très, très, très facile quand une cellule est infectée avec 2 virus différents. Et c'est ce qui peut provoquer donc, les cassures antigéniques, les chiffres d'apparition de nouveaux virus dans la population.
Alors, le réservoir des influenza A, ce sont les oiseaux aquatiques. On trouve les 16 hémagglutinines et les 9 neuraminases chez les oiseaux aquatiques, principalement 2 ordres, les ansériformes qui comportent les canards, les oies et les cygnes, par exemple, et les charadriformes qui comportent notamment les laridés, hein, tout ce qui est mouette, goéland et sterne, et tous les limicoles. En fait, chez ces espèces-là, le virus a un tropisme intestinal, donc c'est une transmission orofécale, parfois par l'eau, et le virus ne cause pas de symptomatologie. C'est asymptomatique, il y a une stabilité antigénique. Quand on séquence les virus d'il y a 40 ans avec les virus actuels, il n'y a pas tellement de différence. En fait, ils sont assez stables, donc c'est un virus qui est bien adapté à son hôte. Le problème, en fait, c'est quand il va dans d'autres espèces. Alors, qui dit oiseau aquatique dit migration et rassemblement d'oiseaux avant les migrations ou après les migrations. Et au niveau des couloirs de migration, on a principalement 3 couloirs pour les Amériques et 5 couloirs pour le reste du monde. Il y a quand même, vous voyez, des chevauchements entre les couloirs de migration, notamment au nord, où les oiseaux venant de différents couloirs de migration peuvent se rencontrer, même entre les virus, entre les migrations eurasiennes et américaines. Mais quand on observe les virus dans la faune sauvage, chez les oiseaux sauvages aux États-Unis, enfin en Amérique et dans le reste du monde, on voit vraiment qu'ils ont une signature, donc ils ont évolué de manière indépendante. Ce sont soit des virus américains, soit des virus eurasiens, qui montrent qu'il n'y a pas trop de mélange finalement entre les virus dans ces 2 parties du monde. Alors, donc, le réservoir, c'est chez les animaux sauvages, mais à un moment donné, il y a eu des passages chez d'autres espèces. Et chez d'autres espèces, le virus s'est adapté et est devenu un virus grippal d'une autre espèce. C'est le cas, par exemple, chez le cheval, où aujourd'hui il y a des H3N8 qui circulent. C'est plus un virus aviaire, c'est un virus qui a évolué chez le cheval et qui est devenu un virus de grippe équine, qui a pu d'ailleurs infecter des chiens, des greyhounds aux États-Unis. Chez le porc, pareil, hein, c'est un virus qui vient de la faune sauvage aviaire, mais qui s'est adapté chez le porc, principalement les sous-types H1N1, H3N2, H1N2, et qui circulent chez le porc. Et il y en a dans le monde. Ce n'est pas nécessairement les mêmes aux États-Unis qu'en Europe, mais il y en a partout. Pareil chez l'homme, hein, donc on connaît bien les virus H1N1, H3N2, ce sont des virus d'origine aviaire, mais qui se sont adaptés à l'homme. Donc aujourd'hui, c'est des virus d'influenza humain. Chez l'aviaire, en fait, de manière étrange, en fait, il y avait, chez la volaille domestique, il n'y avait pas trop d'épisodes. Il n'y a pas un virus qui est mondialement répandu, comme pour les grippes porcines ou grippes équines ou grippes humaines. Mais récemment, on va voir qu'il y a des virus qui commencent à vraiment devenir enzootiques dans certaines régions. C'est le cas de l'H9N2. Après, il y a parfois des passages à d'autres espèces. Donc les influenza aviaires, ils touchent toutes les espèces domestiques aviaires, et là, il y a des différences de sensibilité. L'espèce la plus sensible domestique, c'est la dinde. Ensuite, suivie de la poule et du canard. Après, les cailles, faisans, pintades ou autruches, c'est un peu intermédiaire. Mais le canard est assez résistant. Et souvent, en fait, la transmission des oiseaux sauvages vers les oiseaux domestiques se fait par l'intermédiaire du canard domestique. En fait, puisque le canard domestique est assez résistant, en fait, il ne présente aucun symptôme et joue un peu le rôle d'un cheval de Troie, en fait, qui va transporter le virus vers d'autres espèces domestiques comme la dinde ou le poulet, où là, il pourra y avoir des symptômes cliniques. Et alors, quand le virus va passer des volailles sauvages aux volailles domestiques, le tropisme du virus va changer. Il va acquérir un tropisme respiratoire. Et jusqu'à présent, il y avait des épisodies d'influenza aviaire un peu localisées qu'on arrivait plus ou moins à contrôler, soit par l'éradication ou par la vaccination. Mais récemment, certaines épisodies de grippe aviaire sont devenues un peu incontrôlables. 2 pathotypes. Un pathotype faiblement pathogène qui contient tous les sous-types HA et NA,
et un sous-type, un pathotype hautement pathogène, ou là, qui va provoquer une maladie qu'on appelle la peste aviaire, donc qui va décimer les troupeaux de volailles. Et cela, pour les virus de peste aviaire, on ne trouve que les sous-types H5 et H7. D'accord ? Alors, comment émergent ces souches hautement pathogènes ? Et là, maintenant, ça a été beaucoup illustré dans différents épisodes de peste aviaire. En fait, à un moment donné, les virus H5 et H7 faiblement pathogènes qui circulent chez les oiseaux sauvages passent à la volaille domestique, bon, éventuellement avec le canard domestique comme intermédiaire, mais ils passent par exemple chez le poulet. Et ces virus faiblement pathogènes, ils ont une hémagglutinine, comme tous les virus influenza, et cette hémagglutinine, pour que le virus soit infectieux, l'hémagglutinine doit être clivée. Donc en fait, l'hémagglutinine, c'est une protéine qui est exprimée sous forme d'un précurseur, HA0, qui doit être clivé en HA1 et HA2 pour que le virus soit infectieux. Et chez les souches faiblement pathogènes, donc il y a un site de clivage entre HA1 et HA2, vous voyez la séquence en acide aminé, c'est une séquence au niveau du site de clivage qui est reconnue par des protéases de type trypsine. Trypsine, c'est la protéase extracellulaire qu'on retrouve notamment dans le système digestif ou dans le système respiratoire. Ce qui fait que les souches faiblement pathogènes ont un tropisme pour le système digestif ou respiratoire, mais ne vont pas aller infecter d'autres cellules chez la volaille. C'est pour ça qu'elles sont relativement faiblement pathogènes. Il se fait que quand ces souches faiblement pathogènes de type H5 ou H7 se multiplient dans des élevages qui contiennent évidemment des milliers, des dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'animaux, il peut y avoir des mutations au niveau du site de clivage. En fait, c'est des additions d'acides aminés basiques tels l'arginine et la lysine qui donnent un site de clivage, cette fois-ci, qui est reconnu par des protéases de type furine. Les protéases de type furine, c'est des protéases intracellulaires qui sont présentes dans la plupart des cellules. Ce qui fait que les virus hautement pathogènes qui ont ces mutations au niveau du site de clivage peuvent se répliquer dans toutes les cellules, et y compris le système nerveux, et c'est pour ça que ces virus sont hautement mortels et vont donc entraîner des catastrophes, près de 90%, voire 100% de mortalité dans les élevages infectés. Et c'est pour ça aussi que les virus hautement pathogènes, c'est des maladies à déclaration obligatoire, donc pour l'OIE, mais pas non seulement les souches hautement pathogènes, mais comme les souches faiblement pathogènes H5 et H7 peuvent générer des souches hautement pathogènes, il faut déclarer également l'infection par ces souches faiblement pathogènes H5 et H7. Voilà, donc ce phénomène se passe chez la volaille domestique. On ne l'a jamais observé chez la volaille, les animaux sauvages, les oiseaux sauvages. Alors on a un peu dénombré les épisodes de peste aviaire depuis les fin des années 50, et vous voyez que dans les 3 premières décennies, il n'y avait que 3 cas. Après, le nombre de cas a augmenté ces dernières années. Non seulement c'est le nombre de cas qui a augmenté, mais aussi on arrive beaucoup moins à les contrôler. Toutes celles qui sont en noir, elles ont été éradiquées, c'est-à-dire on les a détectées, on a abattu les animaux, il n'y en a plus. Par contre, toutes celles qui sont en violet sont celles qui continuent à être présentes dans ces pays, Et il y a un cas particulier pour le virus H5N1 qui était au départ en Chine, qui a émergé en 1996 et qui est le virus qui aujourd'hui pose toujours des problèmes, et notamment en France. Et donc ce virus H5N1, en fait, il est vraiment unique. On n'avait jamais vu ça auparavant. Donc la souche mère, on va dire, de tous les virus, c'est une souche isolée chez Lois, dans la province de Guangdong en Chine. Donc ça vient de Chine, et vous verrez qu'un grand nombre d'influenza qui posent des problèmes vient de la Chine. Et souvent, ça vient de la Chine parce qu'il y a ces marchés notamment d'animaux vivants, et où les animaux se rencontrent sur les marchés et puis repartent avec tous les virus possibles et imaginaires dans les petits élevages. Enfin, c'est la catastrophe, ces marchés vivants. Donc cette épizootie qui démarre en 1996, elle n'a pas été éradiquée et elle a créé des problèmes dans au moins 70 pays, et y compris en Amérique. Ce qui était aussi nouveau qu'un virus finalement eurasien
aille aux États-Unis. Et en fait, le gros problème de cette épizootie, c'est que les souches hyperpathogènes, donc hautement pathogènes, sont retournées dans la faune sauvage. Ça n'était jamais arrivé avant. En effet, il peut y avoir des souches hautement pathogènes qui émergent chez les animaux domestiques, mais ça ne repartait pas chez la faune sauvage. Ici, le problème, c'est que les virus hautement pathogènes sont retournés dans la faune sauvage. Qui dit faune sauvage dit un maximum de virus, puisqu'ils sont infectés par tous les hémagglutinines, neuraminases, mais non seulement les hémagglutinines neuramidases, mais tous les gènes internes qui jouent un rôle aussi dans la virulence. Et donc, on peut créer un nombre incroyable de virus différents et qui peuvent être les plus pathogènes ou avoir des propriétés biologiques différentes que le virus initial. L'autre problème, c'est que les oiseaux sauvages, je vous l'ai dit, ils migrent. Et c'est comme ça que le virus H5N1 est arrivé en Europe. C'est parce que pendant l'été, les oiseaux vont se reproduire dans les pays du Nord, en Sibérie, et puis en fait reviennent après en hiver dans leurs différentes contrées, notamment en Europe, ce qui fait que donc un virus peut passer par la faune sauvage de la Chine jusqu'en Europe. Et ça a été bien démontré que c'était un gros problème de cette grippe H5. Alors, il y a aussi de nombreuses clades. Bon, là, par exemple, la clade qui circule, c'est une 2, 3, 4, 4B, donc clade et sous-clade, etc. Il y a eu aussi des variants antigéniques, ce qui n'a pas été le cas dans les autres épizooties de peste aviaire. Et il y a eu des multiples réassortants, donc au départ c'est l'H5N1, mais il y a eu la N2, N3, N4, N5, N6, N8. Donc quand on voit par exemple, il y a eu un gros épisode 2016-2017 des cas H5N8, en 2020-2021 c'était H5N8 encore, mais maintenant en 2021-22 c'est de l'H5N1. Donc comment les virus sont arrivés aux États-Unis? Il semble qu'en 2014, ce soit par les migrations par le détroit de Bering, donc par l'ouest des États-Unis. Et là, pour les virus récents, apparemment, c'est un passage par le Groenland et des deux côtés. Donc les deux côtés sont possibles. Une autre particularité de ces virus H5N1, c'est que ces souches pouvaient avoir une très haute pathogénicité. Certaines souches pouvaient être mortelles chez le canard, et le canard qui est d'habitude résistant même aux souches hautement pathogènes. Et chez les oiseaux sauvages, on a vu aussi énormément de mortalité. C'est le cas d'ailleurs encore en France maintenant. Et puis elle a infecté aussi des carnivores, les tigres ou les léopards qui étaient nourris avec des carcasses de poulets infectés, sont morts de grippe. Il y a eu des chats aussi infectés qui sont morts et actuellement on peut trouver des renards aussi qui sont infectés et qui peuvent mourir de ces souches de grippe aviaire hautement pathogène à H5. Donc ça c'était pour les virus hautement pathogènes. Maintenant les virus aviaires faiblement pathogènes peuvent poser des problèmes, et notamment dans les espèces sensibles comme la dinde. Si vous mettez un virus faiblement pathogène sur une dinde, dans le système respiratoire, il va provoquer des sinusites comme on le voit là. Chez le poulet, en général, ça passe inaperçu. Si on fait une expérimentation, une inoculation expérimentale, on ne voit pas de symptômes. Mais en fait, sur le terrain, et notamment avec ces souches H9N2, elle provoque une maladie respiratoire, mais avec un complexe, avec d'autres virus comme la bronchite, qui est un coronavirus aviaire, ou des bactéries ou des mycoplasmes, et sont caractérisés par ces bouchons caséeux qu'on retrouve dans les grosses bronches et dans la trachée, qui fait que finalement l'animal ne peut plus respirer et il peut y avoir de la mortalité, jusqu'à 30% de mortalité. Ces virus sont aussi immunosuppresseurs et ils peuvent impacter la ponte, donc des pertes économiques assez importantes. Et là aussi, il y a un événement assez inhabituel pour ces virus faiblement pathogènes, c'est ce H9N2 qui, à nouveau, vient de Chine, de Hong Kong. Il a été isolé chez la CAI en 1997 et il a vraiment migré. Alors ça, on ne sait pas très bien comment s'est passé, mais c'est passé en Iran, au Pakistan, et puis dans la péninsule arabique, et puis en Afrique du Nord, en Égypte en 2011, au Maroc en 2016. Au Maroc, on a suspecté que, puisque les virus marocains ressemblaient fort à des virus qui venaient de la péninsule arabique, il y a eu une exposition de rapaces de fauconnerie
au Maroc un peu avant le début de l'épidémie, et certaines personnes disent que c'est ça qui a amené le virus H9N2 au Maroc, puisqu'il était très apparenté à ces virus qui circulaient dans la péninsule arabique. Après, c'est descendu du Maroc en Afrique subsaharienne. Donc, et c'est au port de l'Europe, hein, il y en a aussi en Russie, donc c'est vraiment un virus qui peut arriver un jour dans nos élevages et provoquer des dégâts en Europe. Alors, comment on contrôle les influenzas? Là, ça va dépendre de quelle influenza. Si on parle d'influenza hautement pathogène, ben, l'objectif, c'est de l'éradiquer et d'éviter l'infection. Donc, comment l'éviter? Ben, c'est au moment... c'est en hiver, hein, donc c'est les oiseaux qui reviennent, donc c'est en migration post-nuptiale. Donc ils reviennent en septembre, octobre, et à un moment donné, ben, il faut essayer de renforcer la biosécurité et mettre à l'abri les animaux pour éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. Après, il faut, si par hasard elle est là, il faut pouvoir l'éradiquer rapidement. Donc il faut d'abord pouvoir la détecter rapidement, donc sensibiliser les éleveurs évidemment, faire une surveillance active dans la faune sauvage et dans les élevages, et avoir des infrastructures de diagnostic rapide, les laboratoires départementaux en France. Et puis pouvoir intervenir rapidement, que les équipes sanitaires puissent intervenir rapidement. Donc, bien sûr, abattre le foyer, faire des zonages réglementaires. Hein, il y a une zone de protection de 3 km environ, et puis une zone de surveillance de 10 km. C'est bien décrit dans les textes européens. Hein. Donc on peut faire l'abattage évidemment de l'élevage atteint, mais aussi éventuellement autour pour éviter la transmission s'il y a des élevages très proches du foyer. Évidemment, plein d'autres mesures de restriction de mouvement et renforcement de biosécurité. Après, ce qui est important, c'est d'indemniser les éleveurs qui ont perdu leurs animaux, et c'est le problème dans certains pays, c'est qu'il n'y a pas d'indemnisation. Donc ceux qui voient la grippe, qui commencent à voir leurs poulets mourir, ben, ils vont vite les vendre au marché, et c'est comme ça que ça transmet la grippe ailleurs. Ici, on est bien, il y a une bonne indemnisation en France, et puis après, il y a tout le mécanisme de désinfection, vide sanitaire et repeuplement à surveiller. Alors, la vaccination pour ces grippes hautement pathogènes n'est pas recommandée. On peut en discuter plus tard si vous voulez. Pour les virus faiblement pathogènes, ça va dépendre des sous-types. H5 et H7, je vous ai dit, il y a un risque de mutation vers un virus hautement pathogène. Ceux-là, il faut les éradiquer. Les autres, comme l'H9N2, ben, on ne doit pas les éradiquer, et aujourd'hui, ça serait vraiment difficile de les éradiquer. C'est devenu une maladie dans certains pays qui est comme la bronchite, qu'on voit dans toutes les bandes. Donc là, la vaccination joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on a comme vaccin contre la grippe aviaire? Ce sont des vaccins inactivés adjuvés à virus entier, hein, tués. Alors, ce sont soit des souches faiblement pathogènes, comme l'H9N2, et si on veut faire des vaccins contre des souches hautement pathogènes, là, il est conseillé, par génétique inverse, d'atténuer génétiquement la souche, en changeant, par exemple, le site de clivage de l'hémagglutinine, pour rendre le virus faiblement pathogène. Il y a des vaccins sous-unitaires. Boehringer Ingelheim produit un vaccin produit en cellules d'insectes et en technologie baculovirus. Et il y a également aussi des vaccins à vecteurs viraux, soit en utilisant la souche vaccinale contre la variole de la poule ou une souche vaccinale contre la maladie de Marek, et on insère le gène de l'hémagglutinine. Et ça veut dire qu'on a des vaccins bivalents, et ils ont l'avantage de pouvoir être administrés au couvoir, ce qui est beaucoup plus facile à faire que les vaccinations en élevage. Mais il faut savoir que les vaccins aviaires, le coût d'une dose, ben, c'est 1 centime. Hein. On est environ à 10 € les 1000 doses. On peut éventuellement monter jusqu'à 100 €. Mais donc il faut des technologies de production de vaccins qui puissent faire des vaccins bon marché. C'est pour ça, par exemple, que pour les virus inactivés, on ne purifie pas les glycoprotéines, comme on pourrait le faire pour un virus humain. Alors, l'activité des vaccins, ben, c'est un peu comme tous les vaccins, hein, ça va augmenter la résistance des animaux. Donc, pour infecter les animaux vaccinés, il faudra une dose plus importante. Ça va protéger cliniquement, hein, ça va diminuer ou voire abolir la mortalité.
diminuer les sites cliniques et donc diminuer les pertes économiques. Ça va diminuer la réplication du virus aussi et l'excrétion virale. Donc il y aura moins de risques de transmission aux autres animaux, poulets, voire à l'homme. Mais, comme pour les vaccins grippe, il faut avoir la bonne souche quand même. Et par exemple, si on avait vacciné aujourd'hui, cet hiver, avec la souche de l'hiver précédent, la souche de l'hiver précédent, c'était une H5N8. Cet hiver, c'est une H5N1. Donc, on ne sait jamais trop. Alors, peut-être qu'il y a sans doute qu'il y a des cross-protections, hein, mais peut-être que l'idéal, c'est d'avoir quand même une souche très proche de la souche circulante. Ça, c'est un problème avec tous les vaccins grippe. Le problème aussi, c'est qu'un élevage vacciné va être protégé cliniquement et il peut être infecté. Donc, la vaccination va masquer l'infection, surtout des souches hyperpathogènes. Il n'y aura pas de mortalité. Et là, donc, il faudra prendre d'autres moyens pour la détecter. Et elle peut éventuellement, grâce à l'immunité conférée, favoriser l'émergence de variants antigéniques qui pourraient échapper à la vaccination. C'est quand même une technique qui a été utilisée en Chine, par exemple, pour les virus hautement pathogènes, où ils utilisaient la vaccination en anneaux autour des foyers. Alors, quelle est la situation aujourd'hui en France? Elle est assez catastrophique. Hein. Cette année a été vraiment mauvaise pour la grippe aviaire, mais pour toute l'Europe. Hein. L'Europe, il y a eu 36 pays européens touchés, donc... et c'est cette clade 2.3.4.4b, donc avec un virus H5N1. En France, il y a eu 1378 foyers, ce qui est énorme, et c'est principalement le canard à foie gras. Après, c'est le deuxième type de filière atteinte, c'est les canards de chair, donc les canards de Barbarie, et puis les poulets de chair un peu moins. Il y a peu de signes chez le canard, même si c'est un virus hautement pathogène. Donc il y a une excrétion silencieuse. Et en fait, on a mis du temps à le détecter, surtout dans le sud-ouest. Et ce qui fait que quand on perd du temps, le virus, on ne fait pas trop attention, les canards excrètent et on diffuse ce canard. On diffuse aux autres élevages. Il y a eu des introductions multiples. Et l'ANSES a fait un petit peu un bilan. Ils ont séquencé quelques souches. Ils se sont rendus compte qu'ils ont trouvé au moins 8 génotypes. Alors 8 génotypes sur les 8 segments. Hein, donc il y a des réassortants, etc. Et vous voyez que les deux gros foyers qui étaient dans le sud-ouest et autour de la Vendée, là, les 860 en Vendée et les 362 dans le sud-ouest, c'était des génotypes différents. Même s'il y a un rouge, là, vous voyez le génotype 1 qui était aussi, s'est retrouvé en Vendée, il ne s'est pas développé. Dans l'épisode dans le sud-ouest, ils ont montré qu'il y avait eu au moins, même si c'est le même génotype, ça peut être des virus différents, des introductions différentes. Parce que s'il y a par exemple 40 nucléotides différentes, ils savent que ce n'est pas une transmission d'un élevage à un autre. Ils ont remarqué qu'il y avait eu au moins 5 introductions différentes. Ce n'est pas un seul épisode d'introduction et puis une transmission à la volaille domestique. Il y a eu plusieurs transmissions des volailles sauvages aux volailles domestiques et c'est ça qui pose aussi un problème. Par contre, au niveau de la Vendée, etc., dans le centre ouest, sur la côte ouest, là, il semble que ce soit une introduction. Mais le problème dans cette région-là, c'était la densité des élevages, c'est qu'ils étaient les uns sur les autres, et non seulement des canards à gaver, mais aussi des canards de chair et aussi des poulets de chair, et même des animaux reproducteurs qui ne devraient pas se retrouver là, etc. Et donc là, c'est plus des transmissions d'élevage à élevage, finalement, qui sont arrivées. Et alors, ils ont regardé un petit peu pourquoi est-ce qu'il y avait eu ces introductions. L'ANSES, ils ont vu que c'était des failles de biosécurité, notamment, des transports aussi, des transports de canetons ou de canards, mais qui ne montraient pas de signes cliniques, des cadavres aussi, puisque là, il y a un risque aussi d'en diffuser dans l'environnement. Dans le nord, ça a commencé dans le nord, là, ça aurait été peut-être des activités cinégénétiques, notamment des manipulations de canards appelants, que les chasseurs utilisent, qui auraient pu favoriser l'introduction de la grippe aviaire dans les élevages, et aussi éventuellement des labours. Parce qu'il y a eu aussi, donc c'est suite à la migration post-nuptiale, donc c'est arrivé en novembre, donc les oiseaux sont revenus par exemple en octobre, et les premiers cas ont été en novembre. Et puis il y a eu aussi des tempêtes qui ont fait que les animaux sont rentrés dans les terres et ont pu infecter aussi des élevages, pas sur la côte, mais aussi dans les terres.
Alors, surtout dans la partie vendéenne, là, il y a eu un débordement et des capacités d'euthanasie et d'élimination des cadavres, ce qui fait qu'on a perdu du temps, ce qui fait que les animaux ont continué à excréter du virus, ce qui n'a aussi pas facilité les choses. Donc là, l'ANSES considère que la densité est trop grande dans cette partie-là pour le futur, qu'on devrait diminuer la densité des canards. Donc environ 19 millions d'abattus à un coût de plus d'1 milliard d'euros. Ce n'est pas rien. Aussi, il y a eu un impact sur la faune sauvage et des mortalités exceptionnelles, et notamment, on a entendu récemment plusieurs milliers de fous-de-bassans dans la réserve des Sept-Îles, une espèce protégée, qui sont morts de cette grippe aviaire. Mais sinon, c'est des cygnes, des mouettes, des hérons ou des rapaces qui vont aller manger des carcasses d'animaux morts de grippe. Donc, vu que cette année c'était un peu incontrôlable, l'ANSES et l'Université de Toulouse et d'autres entités, l'INRAE, ils ont démarré des essais de vaccination parce qu'il y a peu de données sur la vaccination du canard. C'est beaucoup de données sur la vaccination du poulet, mais chez le canard, il a un système immunitaire différent, et notamment chez le canard mulard, c'est le croisement entre le canard de Barbarie et le canard pékin, c'est celui-là qu'on utilise pour faire le foie gras. Donc il y a des essais en cours où ils vont faire des épreuves virulentes à l'ANSES dans bien sûr des laboratoires bien protégés. Ils vont vérifier si on vaccine ces canards, est-ce qu'on peut freiner la transmission à des animaux vaccinés ou non, j'imagine. Je n'ai pas vu le protocole. Donc ça, ce ne sera pas prêt, on devrait avoir les résultats bientôt, ce ne sera pas prêt pour le prochain hiver, donc là, il faudra encore vivre sans vaccination. Après, mettre en place une vaccination contre ces souches hautement pathogènes, ça va être difficile, il faut une autorisation de la Commission européenne, avec présenter un plan de vaccination et de surveillance pour bien être sûr justement que ce virus ne circule pas dans les élevages vaccinés, et puis il faut planifier l'arrêt de la vaccination. Comment est-ce qu'on va faire pour arrêter la vaccination? Donc ça va prendre un petit peu de temps d'élaborer tout ça. Parlons maintenant des infections humaines. Et donc pour les infections humaines, donc classiquement, on parle du porc, qui est le creuset, un peu un hôte intermédiaire entre l'aviaire, entre les virus aviaires, donc, et le réservoir chez les animaux sauvages, les oiseaux sauvages, et l'homme. Et pourquoi? Parce que je vous ai parlé du récepteur des acides sialiques. Il y a différents types d'acides sialiques, et il y en a avec des liaisons alpha-2,3. C'est le cas des acides sialiques qu'on voit chez les volailles. Et donc les virus aviaires, les magglutinines des virus aviaires reconnaissent plutôt ces récepteurs alpha-2,3, alors que les virus humains reconnaissent plutôt les récepteurs d'acide sialique alpha-2,6. Et donc, en théorie, un virus aviaire ne peut pas infecter un homme. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que chez l'homme, il y a aussi des récepteurs alpha-2,3, notamment au fond du poumon. Là, vous voyez la petite flèche bleue. Par contre, le porc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a à la fois les récepteurs aviaires, alpha-2,3 et alpha-2,6. Donc un porc, il a ses propres virus, H1N1, H3N2, mais il peut être infecté aussi par des virus aviaires et il peut être infecté par des virus humains. Et donc, il peut se passer des réassortiments qui fait qu'un nouveau virus émerge du porc et peut infecter l'homme. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans la dernière pandémie de 2009. Donc ce fameux H1N1, il vient du porc, c'est un quadruple réassortant. C'est un réassortant d'un virus de porc qui était déjà un triple réassortant aviaire, humain et porcin américain, avec un virus porcin d'origine aviaire européen qui a donné ce virus-là. Au départ, donc, c'est de l'aviaire, mais les virus aviaires sont passés par des hôtes intermédiaires, et finalement, tout s'est fait chez le porc avant d'infecter l'homme. Donc ça, c'était un peu la théorie avant 97, où en 97, on a vu les premiers cas de grippe aviaire sans passer par le porc, donc directement de l'aviaire chez l'homme. Et c'était cette fameuse épisode à Hong Kong, les 6 morts sur 18 hospitalisés, et c'était cette souche H5N1 de Goose Guangdong, la 96, qui a provoqué ces mortalités. Et depuis, puisque maintenant cette grippe H5, elle a envahi plein de pays, il y a eu 850 cas au moins, et dans 16 pays avec plus de 50% de mortalité, donc de syndrome de détresse respiratoire aiguë.
Actuellement, les virus qui circulent, les clades 2, 3, 4, 4, le risque est très faible. En fait, il y a eu des cas humains, mais c'était des faibles symptômes. Donc on considère que le risque d'infection humaine est assez faible avec ces virus, heureusement, qui circulent actuellement. Mais demain, comme ça n'arrête pas de réassortir, eh ben, on aura peut-être de nouveau un virus qui peut infecter l'homme. Un autre épisode important chez l'homme, qui vient de la grippe aviaire, c'est l'H7N9. Et à nouveau, c'est un virus qui vient de Chine en 2013. Et ce qui était particulier avec ce virus, c'est un virus faiblement pathogène, parce que jusqu'ici, toutes les mortalités humaines avaient été causées par des virus hautement pathogènes. Là, c'est un virus faiblement pathogène. Qui dit faiblement pathogène, c'est un virus qui circule chez la volaille domestique sans montrer de symptômes. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui avaient quelques poulets, qui les amenaient au marché, eh bien, quand ils avaient des contacts étroits, et c'est surtout en hiver, ça n'a pas démarré en hiver, mais les années suivantes, c'était surtout en hiver, se sont infectés de leur volaille et ils ne voyaient pas d'infection, les animaux étaient en pleine santé. Il y a eu quand même plus de 1500 cas, 39% de mortalité, et l'OMS considère que c'est le virus qui a le plus haut potentiel pandémique. Pour la petite histoire, c'est un faiblement pathogène H7, et en fait, comme il n'a pas été éradiqué des volailles domestiques, à un moment donné, il y a des souches hautement pathogènes qui sont arrivées. Et vous voyez que ce virus, il a une origine des oiseaux sauvages, des canards domestiques et des poulets domestiques. Et semble-t-il, les réassortants sont faits chez le canard domestique. Et puis, il y a eu des mutations chez le poulet qui fait que ça a pu infecter l'homme. Alors, il y a aussi d'autres achats qui peuvent provoquer des cas humains. H9N2, mais là, beaucoup moins de cas, 110 cas, dont 2 morts, et surtout des enfants. Là, donc, on va dire que ce n'est pas un virus qui est très pathogène pour l'homme et qui infecte beaucoup l'homme, mais comme il est présent beaucoup de manière enzootique dans la population dans certains pays, comme je l'ai montré, il y a quand même un risque. Il y a aussi un risque, ce virus, parce que les gènes internes, donc il y a l'hémagglutinine neuraminidase, mais il y a tous les autres segments. Et c'est cette constellation de gènes internes de ce virus H9N2, c'est ça qui s'est retrouvé dans l'H7N9, qui a causé des mortalités humaines. C'est ça aussi dans certaines souches H5N1 qui a aussi posé des mortalités humaines, et qui se retrouve aussi dans l'H10N8. Donc vous voyez que ces virus aviaires, des segments génomiques peuvent se retrouver dans des virus humains. Et après, il y a d'autres cas, H10, H6, H3, et là, je ne vais pas en parler. Et donc, comment, en fait, c'est transmis à l'homme, ces virus aviaires? Souvent, en fait, c'est des passages de la faune sauvage vers, à nouveau, les oiseaux domestiques, les canards, les poulets, et c'est là, après, que, suite à un contact étroit et souvent direct, ce sont les éleveurs de poulets, ceux qui manipulent les poulets, qui sont infectés, qui sont infectés et qui peuvent éventuellement faire une maladie grave, voire mourir. Ces virus, quand on les analyse, ils ont des changements. Ils ont des changements parce que, par exemple, la température du poulet est à 41 degrés, l'homme c'est 37 degrés, donc il y a des mutations qui font que le virus peut se répliquer à une température plus basse. Il y a aussi des mutations qui font qu'ils vont reconnaître mieux des récepteurs humains. Le point positif, c'est que pour le moment, il y a eu très peu de transmissions interhumaines. Les seules transmissions interhumaines qui ont été montrées, c'est vraiment des personnes qui soignaient c'est des personnes de la famille qui soignaient les personnes infectées, et il y a eu vraiment des contacts très très étroits. Mais sinon, ça ne passe pas d'un homme à l'autre, et sans doute parce que il faut sans doute des aérosols avec des gouttelettes très fines pour que le virus puisse aller au fond du poumon pour infecter les hommes. C'est sans doute une des explications, mais il doit y en avoir d'autres. Donc il y a le risque, il n'est pas très élevé, mais il est non nul. Et donc l'OMS a prévu donc, de prévoir donc, des souches vaccinales au cas où une pandémie de grippe aviaire arrivait chez l'homme. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Donc, un gros problème de la grippe aviaire, c'est que le réservoir est dans la faune sauvage et donc l'éradication n'est pas possible. Vous avez vu donc ces 2 formes hautement pathogènes pour les sous-types H5 et H7 qui provoquent la peste
et des formes faiblement pathogènes. Il y a eu des changements récents avec cette Panzoosia-virus H5N1 qui vient de Chine donc depuis 1996. Il y a eu un retour, et ça a été catastrophique, de cette souche chez les oiseaux sauvages, qui fait que ça l'a diffusé partout dans le monde, y compris en Amérique. C'est une zoonose, hein, donc non seulement les H5, mais aussi ces virus faiblement H7N9 qui posent problème. Et du côté faiblement pathogène aussi, on a vu des changements avec cet H9N2 qui est devenu enzootique dans une bonne partie de l'Asie et de l'Afrique du Nord et maintenant subsaharienne. Donc il faut vraiment être prêt à combattre cette maladie qui a fait des gros dégâts cette année en France. Il faut diminuer les risques et au moment des périodes à risque, alors en Chine, il faudrait complètement supprimer tous les marchés animaux vivants parce qu'on l'a vu pour le Covid, c'est là que viennent la plupart des virus qui potentiellement pandémiques pour l'homme. Il faut mettre les animaux à l'abri, éviter les contacts avec les oiseaux sauvages et diminuer la densité dans certaines régions. Il faut une surveillance des virus circulant à la fois chez les oiseaux sauvages et chez les volailles domestiques. Il faut être prêt pour une intervention rapide s'il y a un foyer aviaire. Et bien sûr, au niveau humain, il faut aussi préparer une éventuelle pandémie humaine, donc préparer des souches vaccinales et antiviraux. Donc la grippe, vraiment, s'inscrit bien dans ce concept une santé, santé humaine, santé animale, santé environnementale, avec tout ce qui est oiseaux sauvages également. Voilà, et je voudrais remercier Stéphane Lemierre et Boehringer Ingelheim, parce que je lui ai piqué quelques slides, et René aussi, Piroir, qui m'a donné quelques documents intéressants. Et puis évidemment, il y a plein d'informations disponibles sur les sites de l'ANSES, du ministère de l'Agriculture et des autorités européennes, voire mondiales. Merci, et si vous avez des questions.